sens de la visite, Le monde de l'art dans vos oreilles. un podcast réalisé par Jérémy. Et Lisa Thomas. Pour ce dernier épisode de la saison, et avant de se retrouver début septembre pour la 4e saison du podcast, nous avons rencontré Nikos Aliagas. Homme de télé et de radio, journaliste, animateur évidemment des programmes emblématiques de TF1 depuis 20 ans, c'est l'une des personnalités audiovisuelles les plus connues du grand public. Et si nous l'avons rencontré, c'est pour évoquer avec lui sa véritable passion, la pratique photographique. Un déclic qui remonte à l'enfance. Il se souvient d'ailleurs parfaitement de l'instant de cette rencontre. C'était en Grèce, dans le pays de ses origines, sur les traces de son passé. Ensuite, comme un besoin, il ne va jamais cesser de photographier. Un moyen essentiel pour lui de se souvenir, de ressentir le monde et de coucher sur la pellicule tous ces détails de la vie quotidienne sur lesquels son esprit n'arrête jamais de s'arrêter. Depuis quelques années, dans l'ombre de son personnage télévisuel, il s'autorise à exposer son travail dans des institutions culturelles où il partage simplement son regard et son univers photographique, en noir et blanc, bien éloigné des lumières électriques des plateaux télé. Jusqu'au 31 octobre 2023, c'est dans un lieu exceptionnel, l'abbaye de Jumièges, en Seine-Maritime, que se tient sa dernière exposition, le spleen d'Ulysse. Une centaine de ses photographies, récentes ou plus anciennes, sont regroupées ici, autour de cette figure mythologique, pour illustrer des sujets qui lui tiennent à cœur, comme l'exil, le voyage, les racines, le passé et la solitude. Nous avons rencontré Nikos Aliagas dans une salle réservée d'un bar d'hôtel de l'ouest parisien, loin de l'abbaye de Jumièges et de l'exposition. Mais pour que l'on puisse évoquer avec lui, et devant nos yeux, le spleen d'Ulysse, il avait ramené sous son bras des visuels de l'exposition et certains de ses clichés préférés. Et puis, comme nous étions seuls dans cet endroit, et que son esprit en arborescence semble toujours le guider, on a parlé du temps qui passe, et du temps qui nous reste, de la nostalgie avec laquelle il cohabite, des détails qui l'obsèdent, de spiritualité, enfin tout un tas de questions en somme qui semblent ne jamais le laisser vraiment tranquille, mais que la photographie apaise. Je m'appelle Nikos Aliagas, j'ai 54 ans, je suis né le 13 mai 69 à Paris. J'ai devant moi quelques photos qui font partie de l'exposition Le spleen d'Ulysse, mais qui sont aussi quelques photographies qui font partie de cet ouvrage qui sort chez La Martinière. Là, on est vraiment à Jumièges, on est dans cette abbaye millénaire. On est sous la nef, en fait. J'ai photographié ce ciel à travers ce toit qui n'existe plus, en fait. Et on dirait une tête de mort. Entre l'édifice restant et l'angle que j'ai choisi quand j'ai pris cette photo, le ciel, dans le contour de l'édifice, ressemble à effectivement une sorte de tête de mort, avec ces nuages bas et ces oiseaux qui déchirent ce ciel cotonneux. Et je trouve que ça lui donne un côté mystérieux, un côté dramatique aussi. L'abbaye de Jumièges est effectivement un lieu énigmatiquement beau, par son architecture, son passé et sa dimension spirituelle. Construit à la fin du 7e siècle, dans une boucle de la Seine entre Rouen et Le Havre, ce monastère bénédictin, à l'origine, est un chef-d'œuvre architectural de l'art roman, mais qui a été le témoin d'une histoire plutôt mouvementée, en subissant au fil des siècles les raids des Vikings, les guerres de religion et les remous destructeurs de la Révolution française. Alors aujourd'hui, même si le toit n'est plus là, le ciel a pris sa place. Le cœur de l'abbaye a aussi été en grande partie détruit, mais les pierres blanches des voûtes, de la nef et de la façade résistent, comme les 2 tours qui avoisinent les 50 mètres de hauteur. Un mystérieux édifice, sublime et en ruine, et dans lequel vous pouvez déambuler juste à côté des expositions organisées dans l'ancienne résidence des abbés de Jumièges. En fait, l'invitation de Jumièges est passée par les réseaux sociaux. L'un des responsables culture du département de la Seine-Maritime m'a écrit sur Flickr. Et en général, je vois pas les messages. Il y en a beaucoup, donc celui-là, je l'ai vu. Et on a commencé comme ça un échange épistolaire virtuel, on va dire. Et quelques mois plus tard, je suis allé à Jumièges, un peu dans l'expectative. Je connaissais pas trop l'endroit. Je suis allé voir ce que ça donnait sur Internet. J'ai vu, en revanche, que Koudelka avait exposé avant moi.
Et je me suis dit, bon, si Koudelka est passé, qui est un de mes photographes préférés, il y a certainement des choses à apprendre et à voir. Donc je suis allé, j'ai eu une première réunion avec eux, sans trop savoir. J'avais pas d'idée en tête, j'avais pas de thématique en tête. Je voulais comprendre leur état d'esprit et à partir de là, voir si j'avais quelque chose à dire dans leur cadre. Et ça s'est fait assez naturellement. Ça a pris du temps, hein, ça a pris presque 2 ans. Parce que c'est pas mon métier au sens professionnel du terme, la photographie, c'est ma passion, elle est importante, elle prend une grande part. Mais s'il n'y a pas de justification dans mon inconscient et de plaisir, de quête et de cohérence, je vois pas pourquoi je pousserais dans une urgence. Donc ça a pris du temps. Et petit à petit, on a trouvé un chemin commun parce que j'ai passé du temps à l'abbaye de Jumièges, à observer, à m'imprégner, à imaginer, à me balader sous la nef que je vous ai décrit tout à l'heure, à essayer de voir en quoi cet endroit qui est chargé d'histoire, de mystère aussi, peut venir matcher avec mon univers aussi photographique. Il y avait du mystère, il y avait une mélancolie. Il y avait aussi ce que je ressens quand je photographie beaucoup la Grèce, c'est-à-dire certains voient des pierres et des ruines, moi je vois des traces du passé. Ça nous parle encore. Et petit à petit, le voyage d'Ulysse, le manque, le spleen, la concordance, la correspondance est venu à travers mes photographies. Parallèlement à l'exposition Le spleen d'Ulysse, une deuxième exposition de photos de Nikos Aliagas, Rencontre en bord de Seine, est présentée jusqu'au 15 juillet sur les grilles de l'hôtel du département de la Seine-Maritime, à Rouen, et raconte en photo l'itinérance de Nikos dans ce territoire et vers ses habitants. Et moi, en général, je suis dans l'errance absolue. Je prends juste un appareil photo et je me balade. Et dans ce cas-là, je rencontre des gens, je les regarde, ils ne comprennent pas pourquoi je les photographier. Et je me suis retrouvé dans un cirque, je me suis retrouvé avec des gens du voyage, je me suis retrouvé avec un gars avec un chapeau de forme barbu, dont j'ai la photo, qui buvait un café avec une motte de beurre et une canne sur une table dans une ruelle de Rouen. Et pourtant, ce sont les plus belles histoires. C'est-à-dire que la photographie m'a appris une chose qui est pour moi essentielle. Ce ne sont pas les choses que tu as prévues qui sont intéressantes. Tu pars pour aller photographier telle région, telle manifestation, puis finalement tu te retrouves avec des choses nouvelles auxquelles tu n'avais pas pensé, qui sont précisément ces photos que tu trouves. Et c'est là où arrive le jeu du hasard, si hasard il y a, et de la correspondance. Et c'est intéressant. Il y a une question qui me vient que je n'avais pas prévue, mais là vous parliez de gens que vous avez rencontrés, des gens du voyage, un cirque, etc. Au moment où vous rencontrez ces gens, vous leur demandez de les photographier, j'imagine. Est-ce que vous êtes timide ? Non. Alors curieusement, lorsque j'entends ma petite voix intérieure qui dit « va dans cette direction », il se passe quelque chose, j'intellectualise pas et j'ai pas de certitude, mais je sais qu'il faut que j'y aille. Et je m'approche et je souris. Et en général, je prends d'abord une photo sans demander. Après, je m'arrête. Je leur explique et je continue. Mais c'est très souvent la première photo qui a du sens. Après, s'ils ne veulent pas être photographiés ou s'ils veulent que j'efface la photo, je le fais toujours. Mais je suis attiré par quelque chose qui est pas de l'ordre de ce que je vois, mais de ce que je ressens. Donc quand je suis, par exemple, attiré par ce monsieur qui fume sa pipe avec un haut de forme... Accroché dans l'exposition Rencontre en bord de Seine, c'est le visage d'un personnage plutôt étrange, au premier abord en tout cas, que Nikos nous montre maintenant. La photographie a été prise à Rouen et Nikos se souvient très précisément de cette rencontre. Ce qu'il ne sait pas lui, c'est que 5 minutes auparavant j'étais en voiture et qu'à un coin de mon œil, juste dans un angle mort, ressent la présence d'un bonhomme qui ne colle pas au décor. J'arrête la voiture, je descends de la bagnole, je prends mon appareil photo et je m'approche de lui et je commence à le photographier. Et lui est interpellé, il rigole. Alors, j'ai un autre souci, c'est que en France, en Grèce et dans certains pays francophones, je suis reconnu pour mon métier dans les médias. Donc en général, c'est plutôt positif parce qu'il rigole. Il me salue, il m'interpelle, parfois de mon prénom, parfois d'un autre prénom. Mais une fois qu'ils m'ont reconnu, je perds la spontanéité de la photographie. Ou alors, ensuite, on arrive à retrouver quelque chose après avoir discuté. En l'occurrence, lui ne me reconnaît pas en tant que personnage télévisuel, mais mon visage lui parle, c'est sûr. Donc il me parle comme s'il me connaissait, il m'appelle mon amour. « Ça va mon amour ?» Je dis « Oui, ça va. »« Comment vous appelez ?»« La chèvre. » Donc moi, je pense qu'il plaisante, qu'il se moque un peu de moi. « Non, c'est super, mais vous appelez comment ?»« Ben la chèvre, je te dis !» Mais c'est son vrai nom de famille, il s'appelle Joël Lachèvre. Et il a un haut de forme, comme ça, comme si on était au 19e. Il fume sa pipe, il a des chaussures sans chaussettes,
Tu sais pas trop s'il vit dans la rue ou si c'est par choix qu'il ne s'est pas rasé depuis visiblement une décennie. Il a une barbe comme ça, hirsute. Mais son regard est un entre-deux-mondes hyper intéressant. Parce qu'il est ni d'ici, ni d'ailleurs, il n'est ni d'aujourd'hui, ni d'hier. Il est dans un espace-temps qui est sa protection. Alors je discute un peu avec lui et il me dit que dans des vies précédentes, il avait été dans l'administration française, qu'il avait travaillé dans des grandes boîtes. Et à un moment, il a choisi de basculer dans une autre dimension. Je choisis la vie que je veux, comme je la veux, n'en déplaise à ma propre famille. Et à ce moment-là, je dis, on a un Ulysse. Il est dans sa liberté, il est dans sa transgression personnelle, dans sa solitude aussi. Parce qu'il ne ressemble à personne d'autre, parce qu'il ne rentre pas dans le moule. Mais c'est un homme libre et c'est un homme qui me touche. Il est terriblement touchant. Alors je commence à le photographier, je tourne un peu autour, je comprends pas, et puis il pose. Je dis non, mais posez pas, faites votre vie. Non mais pourquoi, moi je te fais un sourire, hein. Voilà. Non mais je veux pas de sourire, monsieur la chèvre. Soyez vous-même, fumez votre pipe, tranquille. Et le temps passe, 10 minutes, 15 minutes, il m'oublie, et là je peux recommencer à photographier. C'est tout un processus en fait. Mais pour moi c'est aussi important, l'urgence, on va dire de la connexion. Je suis sur un fil, je suis sur quelque chose où je peux tomber dans le vide en fait, je peux passer à côté, je ne peux pas perdre ce moment-là. Pourtant je ne sais pas pourquoi je suis là. Je ne sais pas quel genre de photographie je vais réussir à avoir à la fin de l'histoire. Mais je suis dans la même urgence qu'un gars qui a un décompte dans l'oreille et qui présente une émission devant des millions de gens. Je suis crevé à la fin de ces 10 minutes. C'est-à-dire que j'ai mal partout, je suis en sueur, je suis heureux, je suis satisfait parce que j'ai rencontré quelqu'un et il y a une petite voix en moi qui me dit « Tu vas faire un long chemin avec lui ». C'est étrange, hein. En tout cas, c'est un moment à côté duquel je ne peux pas passer. C'est un visage qui est important pour moi. J'ai toujours été un rêveur, j'ai toujours, dès l'enfance, observé des choses qui n'intéressaient personne et qui n'avaient pas beaucoup d'importance pour les autres. En allant à l'école le matin, j'observais le pull de la vendeuse de légumes, j'observais les mains du cafetier, la façon dont il portait ses bagues et la façon dont il coinçait sa cigarette entre le petit doigt et l'avant-dernier. Voilà. Et en fait, le soir, avant de me coucher, je rembobinais toutes ces photos imaginaires et le lendemain, je revenais et j'observais à nouveau qu'est-ce qui avait changé, le ciel, pourquoi il y avait toujours un pigeon qui était là sur ce réverbère. J'ai passé ma vie et visiblement mon enfance à être ailleurs. En fait, on dit souvent d'un gamin qui a un peu la tête dans les étoiles que c'est un rêveur. En fait, j'étais pas un rêveur du tout. J'étais bien là, j'étais dans ce qu'on appelle aujourd'hui le moment présent. Mais je l'étais pour des choses qui n'étaient pas intéressantes pour le reste de la société. Et c'est encore le cas. C'est-à-dire que même dans mon travail, où je suis dans le malentendu déformant d'une certaine notoriété, où tu es mis en avant dans une petite lucarne, mais ce que les gens ne savent pas, c'est que je les observe aussi. Et je vois comment le gars derrière la caméra fait sa mise au point, ce qu'il porte comme chaussures. Donc j'ai passé ma vie à observer. Donc c'était presque naturel de revenir à mes premiers amours lorsque j'ai gagné un peu plus en confiance et je me suis dit je vais prendre des appareils, comme à mes débuts de journaliste il y a plus de 30 ans, et essayer d'aller avec ce que je suis réellement. Voilà. La photographie m'aide à imaginer ce qu'elle ne montre pas. C'est-à-dire des sentiments, des histoires, l'imagination. Une photo d'Irving Penn où on voit Picasso, par exemple, dans un tweed avec son chapeau et son regard, mais tellement clair, tellement piqué, tellement présent, me fait penser à ce que ne dit pas ce cadre, c'est-à-dire le craquement du parquet derrière, l'odeur du cigare sur les vêtements de Picasso, le murmure d'une assistante derrière, le brouhaha et la rumeur de la ville qui passe par la fenêtre. C'est ça une photographie. Il y a une infinie proposition de possibilités autres que ce que l'on croit voir dans le cadre. Pendant notre interview, sur la table de ce bar d'hôtel, entre les micros et les cafés, il y avait un cliché, un visage qui ressortait. C'est un homme d'un certain âge, aux yeux très clairs, avec une barbe et des cheveux blancs, qui entoure un visage marqué par le soleil et les années. Un bras manifestement posé sur une table, la main gauche qui tient son menton, et des sourcils rebelles qui surmontent un regard perçant mais sans illusion.
Présent dans l'exposition Le spleen d'Ulysse, Nikos nous fait glisser cette photo qu'il a prise en 2022 à Stamna, en Grèce. Dans les yeux de Panakias. Lorsque je photographie cette personne qui a le visage, entre guillemets, ravagé par le temps sur sa peau me fait penser à lui jeune parce que son regard est celui d'un gamin. Il y a beaucoup de tendresse dans ses yeux. Il a été un gamin sans rides, peut-être mal coiffé, hirsute, avec son papa qui l'emmenait sur les champs, avec ses chèvres sur la colline, qui lui apprenait à ramasser des olives, à rouler des feuilles de tabac. Voilà, moi je vois tout ça où je l'imagine, Panakias. Mais ce qu'il ne sait pas et que je ne sais pas encore non plus, c'est que lorsque je prends cette photo, 8 jours après la mort de mon père, sur la place du village à Stamna sous les platanes, pour lui signifier mon amitié parce qu'il était venu rendre hommage à mon père et boire un café cognac, c'est ce qu'on dit dans les villages en Grèce. Cette photo, 6 années plus tard, une semaine avant sa mort, sera exposée à 30 km de chez lui, par hasard, dans une petite exposition que je fais avec des photographes grecs locaux. Et une semaine après sa mort, sa famille vient devant cette photo, comme pour vivre un pèlerinage et une première semaine de deuil. Donc il y a une temporalité qui est très intéressante dans la photo, qui est liée à la vie et à la mort. Comment décririez-vous l'éducation que vous avez reçue ? J'ai eu une éducation assez stricte, de parents travailleurs, immigrés, grecs, puisque je suis né en France. Ils m'ont inculqué le sens du travail. Il n'y avait pas de loisirs. Mes parents considéraient que les loisirs, c'était pour les riches et que les riches n'avaient pas besoin de travailler. Enfin, des idées toutes reçues. Mais je lisais énormément. Donc j'ai une éducation stricte où on ne devait pas perdre son temps. Je n'ai jamais eu de grasse matinée, par exemple. Ils me réveillaient très tôt pour travailler, les aider. J'allais aider mon père à faire des livraisons de vêtements qui étaient ailleurs, à ma mère à travailler sur des boutons. J'ai jamais mis autant de boutons pression de ma vie qu'à l'âge de 12-13 ans. Voilà. Mais je ne m'en plains pas, c'est grâce à ça que j'ai pu aussi structurer toute une méthodologie de travail dans ma vie. Mais ça venait un peu en porte-à-faux avec mon côté plus rêveur, dans une errance permanente de détails où j'étais là et pas là, et j'étais pas dans le monde qu'ils voulaient nécessairement. Donc j'ai tout fait pour eux, des études. J'ai travaillé très tôt pour leur dire que mon père n'avait pas émigré en vain, qu'il ne portait pas cette mélancolie, ce spleen d'Ulysse en lui en vain, parce que son fils allait faire des choses et j'allais le rendre à mes parents. Mais c'était certainement pas la chose la plus juste à faire, parce qu'à un moment, il faut aussi faire son chemin personnel et savoir suivre son instinct. J'ai été envoyé chez les prêtres aussi à l'âge de 8 ans. J'y suis resté jusqu'à l'âge de 18 ans, les plus belles années de ma vie. En général, quand je dis ça, il y a un blanc de l'autre côté. Ils se disent, merde, qu'est-ce qu'il a vécu là-bas ? Et en fait, c'était magnifique. C'était une école mixte de petits Grecs nés ici, mais qui étaient aussi français par la force des choses, puisqu'ils vivaient ici, avec une double culture. Et j'ai vécu des années d'apprentissage. Je rentrais chez moi que le week-end, mais comme j'avais pas un grand appart avec mes parents et qu'on dormait tous dans un grand salon, j'étais content de partir, de trouver ma personnalité, de sortir du cocon familial à 8 ans. C'est quand même, j'ai des enfants aujourd'hui, ma fille a 10 ans, mon fils a 6 ans. Je les vois mal partir vivre en pensionnat. Et pourtant, j'étais l'homme le plus heureux du monde. Le plus heureux du monde. Parce que on nourrissait notre intellect, notre curiosité d'auteurs grecs, de l'Antiquité, de théâtre, de poésie, de musique, de danse. Ça a été cet aller-retour entre le collège français la journée et le soir, le foyer grec de Châtenay-Malabry, où on apprenait des choses, mais vraiment enrichissantes, à décrire un poème, à le comprendre, à apprendre le grec ancien, à découvrir la musique de Hatzidakis. Alors tout passait par le spectre grec, mais bon, comme il est assez large, il est quand même assez près des fondations de notre identité européenne et aussi française. Donc ça a été les plus belles années de ma vie. Je suis sorti de là, je suis arrivé en fac, j'ai trouvé une chambre de bonne, j'étais autonome. Ma première rencontre avec la photo, c'est effectivement un choc. Je dois avoir 6-7 ans, peut-être un peu moins. En Grèce, dans le village de mes grands-parents.
dans une boîte à chaussures. Ce sont des photos où les gens ne sourient pas. Et ce sont les photos de la famille et des ancêtres et de mes parents jeunes, très peu de photos d'ailleurs, de mes parents jeunes. C'était pas une époque où on faisait beaucoup de photos, il fallait avoir un peu de sous. Et c'était une photo qui avait d'ailleurs un rôle de statut social, c'est-à-dire que tu allais te faire photographier quand tu te mariais. En général, ça commençait là. Donc je vois la photo de mes grands-parents jeunes, Nikos Aliagas et Maria Aliagas, mais qui ne sourient pas, parce que sourire, c'est déjà... c'est presque impudique à cette période. C'est des photos des années 30. Et on est dans les années 70 quand je découvre ces photos. Mon père, ses premiers, plus tard, voyages à la fin des années 50, début des années 60, où il part faire le tour du monde tout seul pour découvrir la vie, comme un Ulysse, on en revient toujours à ça. Et j'ai un choc parce que je découvre que mes parents étaient jeunes, mais que mes grands-parents aussi, dans quelques photos, étaient jeunes. Donc j'en conclus, puisque mes grands-parents sont plus âgés aujourd'hui, que mes parents vont devenir comme eux. Et que par la force des choses, ils mourront aussi. Et donc je réalise le temps, la temporalité de la vie et la fragilité du passage. Voir la finitude. Mais j'ai toujours été comme ça, depuis l'enfance. Toujours, je dirais pas rongé, c'est un terme trop fort, mais toujours titillé par une inquiétude. Est-ce que je vais avoir le temps ? Et c'est pour ça que la photo me provoque quelque chose d'urgent en moi. Donc je me mets à photographier comme ça, de façon imaginaire, avec mes mains à table, les miettes sur la table, ce qui reste, l'assiette avec un semblant de sauce, les verres vides. J'aime bien les traces. Quand il n'y a plus de vie, ce qu'il reste m'en dit plus sur ce qui s'est passé avant. Alors que tu peux prendre les mêmes et t'es tout de suite emprisonné dans une sorte de posture. Et tout ça est inconscient, c'est maintenant que je peux le décoder. Et ensuite, lorsqu'on rentre en France, à la fin de l'été, et que, je crois que c'était les dimanches soirs, passe le cinéma de la semaine à la télévision, en noir et blanc. Et il y a 2 films, effectivement, qui pour moi vont être très significatifs dans mon amour du noir et blanc. C'est Los Olvidados de Luis Buñuel, qui est un film qui me choque parce qu'on voit des gamins dans les bidonvilles du Mexique qui, la nuit, rêvent et l'âme sort. Buñuel arrive à faire un montage. On voit l'âme sortir et se balader la nuit. Je trouve ça, mais ce monde parallèle, en fait. Ce dont je vous parlais tout à l'heure, entre le visible et l'invisible. Ça, pour moi, c'est la clé de notre existence. Il y a ce que l'on croit voir et il y a ce que nous suggère la vie. Encore faut-il être capable de le voir. Mais il y a un noir et blanc et un grain dans ce cinéma de Buñuel qui me bouleverse et qui me fait peur. J'ai peur. C'est un film qui me fait peur, mais qui en même temps m'invite à découvrir encore plus de choses. Et bien un autre film aussi, Othello, d'Orson Welles. Les angles, les jeux d'ombre, c'est sublime. C'est sublime. Et je dis voilà où je veux être. Bon, j'ai pas réussi à être là-dedans, mais il n'est jamais trop tard. D'ailleurs, je suis retombé sur des cahiers de ma jeunesse. On m'avait demandé ce que je voulais être plus tard. Et j'avais fait toute une rédaction sur je vais être metteur en scène. Et d'une certaine façon, avec la photographie et avec cette quête, c'est un retour à ma première émotion qui était mettre en scène, raconter des histoires. Et j'espère, à travers mes photos, raconter des histoires. Parce que son exposition se nomme Le spleen d'Ulysse et qu'elle se déroule dans cette abbaye millénaire de Jumièges, nous avons évoqué 2 sujets plus personnels, la mélancolie et le spirituel. Je suis chez moi dans toute forme de lieu de culte, d'une façon ou d'une autre. Je suis à la maison. Quelle que soit la religion ou le dogme, parce que c'est un chemin. Que cet endroit soit un endroit actif aujourd'hui, ou tout simplement les traces d'autres époques et d'autres dieux. Ce sont des portes. Quand je me balade au pied du temple de Poséidon, il se passe quelque chose. Ainsi donc, ici même, des gens venaient, il y a plusieurs milliers d'années, et faisaient des cérémonies pour un dieu qui n'existe pas aujourd'hui. Mais ils en ont éprouvé le besoin. Ça veut dire que les dieux changent, mais pas les hommes qui ont besoin de se relier à quelque chose. À essayer d'expliquer leur passage sur Terre. Pour moi, la spiritualité, c'est donner l'importance qu'on doit donner à l'âme, avant même l'esprit. Et la raison, c'est ce que je ne peux expliquer, mais que je peux ressentir. Et la photographie me permet de ressentir l'âme d'un endroit, l'âme de l'autre, sans jugement.
Comme le jour où le Louvre m'invite à photographier une œuvre qui fait partie d'une collection privée et que pour la première fois de ma vie, je franchis dans les catacombes du Louvre ce grand coffre-fort. Et une fois la porte ouverte, je tombe nez à nez avec cette statue, cet Apollon hellénistique qui vient de Pompéi, qui a survécu à toutes les guerres, à toutes les vanités humaines, qui a survécu à la lave, à la guerre, qui n'a pas été fondu parce qu'il était en bronze plus tard par les mecs qui partaient faire la guerre. Et il est parfait. Et je suis nez à nez avec ce petit Apollon. Et il se passe quelque chose de l'ordre de la spiritualité, parce que je ressens presque le souffle de celui qui lui a donné la vie. C'est une entité, certes inanimée, mais animée par celui qui avait projeté quelque chose pour des raisons que j'ignore. Mais on a rendez-vous ce jour-là. Et je suis ému et je suis en larmes. Pour moi, il y a de la spiritualité là-dedans. Pour autant, lorsque je me balade dans un champ d'oliviers, que ce soit en Tunisie, en Corse, il y a encore quelques jours dans le sud de l'Italie, en Grèce, chez moi, dans cet oliveraie magnifique à l'entrée du village de Stamna, où les oliviers ont plus de 500 ans chacun, biscornus, tordus, brûlés par le soleil, dont l'écorce est marquée quasiment au fer rouge, avec ses feuilles argentées, bleues presque, de l'olivier, eh bien je me retrouve et je suis élevé. Je suis invité à essayer de comprendre pourquoi l'olivier était un arbre sacré dès l'Antiquité. L'arbre de Minerve chez les Latins et d'Athéna chez les Grecs. Parce que il te donne son bois, il te donne son ombre, il te donne son huile et il te donne ses fruits. Si tu coupes un olivier en Grèce, un olivier plusieurs fois centenaire, cela est considéré comme un crime pénal. Combien de personnes sont passées devant ces oliviers ces derniers siècles, pétris de certitude? Combien de souverains, riches, pauvres, mendiants, combien sont venus juste faire pipi devant un olivier à repartir, ou s'arrêter avec leur cheval, ou faire une sieste? Ils sont plus là, hein. L'olivier est toujours là. Alors oui, c'est une porte. Il y a des choses comme ça qui pour moi sont des portes. L'olivier, la chouette d'Athéna, toujours. Parce que ce sont des animaux psychopompes. Ça accompagne les âmes. Ça me parle énormément. J'ai toujours accompagné les âmes aussi, par la force des choses et un peu à mon insu dans ma famille. Quand quelqu'un mourait, mon grand-père me prenait au village et m'emmenait découvrir ce qu'était la mort et l'expression de la mort à travers les gens. Le deuil, le chant des pleureuses, la façon dont on lavait le corps avec de l'huile d'olive ou du vin. Et évidemment, cela m'interpelle profondément. Et quelle est la place de la mélancolie dans votre quotidien, votre semaine ou votre mois? Moi, je suis un mélancolique qui se soigne. Le spleen vient de là, d'ailleurs. Hein. C'est la rate. Étymologiquement, spleen. Un mot de l'Antiquité. Et le spleen est un mot inventé, d'ailleurs, par les anglo-saxons au XIXe. Et parfois utilisé par les romantiques, ici, comme Baudelaire, comme Victor Hugo aussi. Alors, je dirais que je suis un mélancolique qui soigne parce que je suis un nostalgique. Beaucoup plus qu'un mélancolique. Le mélancolie est dans un état presque maladif, c'est-à-dire qu'il ne peut pas sortir d'un mal-être qu'il ne peut expliquer. Or, le nostalgique, il comprend le mot parce que nostos, qui est un mot significatif et un mot clé, archétypal de l'œuvre homérique, ça signifie le manque de l'ailleurs. C'est une douleur de l'ailleurs qu'on n'a plus, mais qu'on peut essayer de rechercher. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Si je dois parler un peu de mon quotidien ou de mes émissions, quand quelqu'un commence sa carrière, qu'il est dans la joie et qu'il commence à dire « mon public », je l'imagine déjà sans public, je l'imagine déjà dans 30 ans, 50 ans, en train d'essayer de retrouver les classeurs où il avait vécu un bout de carrière, etc. Il n'y a aucun jugement là-dedans, il n'y a aucun cynisme là-dedans. Mais ce que j'imagine pour l'autre, je l'imagine aussi pour moi. Qu'à la fin, il ne restera rien. Je ne suis pas nihiliste, je pense qu'il y a d'autres dimensions qui sont autour de nous et quand bien même nous devons rendre l'âme, comme on dit, on la rend quelque part. Donc à un moment, le voyage va continuer d'une façon ou d'une autre. En fait, c'est dans la mélancolie ou dans la nostalgie qui sont deux notions, on va dire, d'une famille commune mais différentes au fond.
que j'ai trouvé la vie. C'est parce que tu sais que rien ne t'appartient et que le bonheur ne sont que des instants, des petits instants. Je vous parlais de mon fils qui dormait à côté de moi et qui me rythmait le sommeil de par sa profonde respiration. C'est juste la joie de voir celle qui partage ta vie devenir mère depuis quelques semaines seulement, et tu vois dans ses yeux qu'elle est déjà dans cette résistance face à la finitude, puisqu'elle va donner la vie. C'est que des petites joies comme ça, des petits détails. Θα αυτό σχεδιάσω τη δεύτερη φορά. Την πρώτη φορά θα παίξω πιο κοφτές νότες, έτσι. Θες να δοκιμάσεις, καλό θα ήταν να δοκιμάσουμε. Το βλέπω. Το βλέπεις εσύ. Πάμε σιγά. Γράφουμε, έτσι. 5, 4, 3, 2, 1. À la fin de l'exposition, qui est présentée à Jumièges, il y a une petite vidéo où je suis allé filmer un des personnages que je photographie depuis maintenant 25 ans en Grèce, à Missolonghi, qui est la ville de ma mère, qui a un barbu qui ressemble à la chèvre, qui s'appelle Léonidas Toupos. Et lui, en général, il est aussi photographe, il est musicologue, il est musicien. Il se balade comme ça sur la corniche de Missolonghi, qui est la ville où est mort Lord Byron et qui est la ville qui fut rasée par l'Empire ottoman au XIXe siècle et qui est devenue un peu la ville symbole de la résistance des Grecs face aux Turcs. Il se balade toujours avec un petit instrument qu'on appelle le baglama. Il l'a planqué comme ça sous le manteau. C'est un petit bouzouki qui vient d'Asie mineure. Asie mineure où les Grecs vivaient jusqu'en 1920 avant d'être chassés, massacrés. Et qui ont dû continuer à vivre en Grèce, mais cette fois-ci, non pas dans le statut initial qu'ils avaient en Asie mineure, mais dans les bas-fonds. Et là arrive une musique qui est très nostalgique, qui ressemble parfois effectivement au blues grec, comme on le dit. Et je dirais que c'est cette musique-là, moi, qui accompagne cette exposition. Et dans cette vidéo de fin d'exposition où on le voit, lui, ramer au milieu de nulle part dans la lagune, avec un grand manteau et sa barbe, on entend sa musique à lui, une petite composition qu'il a faite pour l'expo. Il rame comme ça au milieu de nulle part, comme un Ulysse, pour nous signifier que parfois les départs sont impossibles et les retours sont illusoires. Il fait du surplace pour nous rappeler qu'on fait tous ce qu'on peut. Un grand merci à Nikos Aliagas pour cet entretien. Son exposition Le spleen d'Ulysse est à découvrir jusqu'au 31 octobre 2023 à l'abbaye de Jumièges en Seine-Maritime. Une visite à faire aussi bien pour l'expo que pour ce lieu hors du temps. Pour prolonger l'expérience de l'exposition, retrouvez le superbe catalogue aux éditions La Martinière. Et si vous êtes de passage à Venise, ne ratez pas son autre exposition Nikos Aliagas, Regard vénitien, prolongée jusqu'au 26 novembre 2023 à la Fondazione dell'Albero d'Oro. Et bien voilà, c'était le dernier épisode de la saison 3 du Sens de la visite. Alors si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le partager, le liker et le commenter sur votre plateforme d'écoute préférée. Rendez-vous donc début septembre pour une nouvelle saison et de nouvelles histoires de l'art. D'ici là, bel été et à très vite.